BlackBerry a été pendant des années le symbole ultime du pouvoir, la marque qui dominait les poches des dirigeants, des politiques et des célébrités, et pourtant elle a fini par tout perdre jusqu'à devenir un simple souvenir. Comment un produit qui paraissait indispensable a-t-il pu s'effondrer? Qu'est-ce que le marché a vu que BlackBerry n'a pas voulu voir à temps? Et comment une entreprise qui avait inventé le futur s'est-elle retrouvée hors du futur? Voici l'histoire vraie de son ascension et de sa chute. Avant que le smartphone soit ce qu'on appelle aujourd'hui un smartphone, BlackBerry était déjà le rêve de tous ceux qui vivaient collés aux mails. Il faut se rappeler à quoi ressemblait le monde à ce moment-là. Les emails n'étaient pas une présence constante, on les consultait quand on pouvait, sur un ordinateur, par moment. Et d'un coup, BlackBerry arrive avec une promesse qui paraît petite, mais qui est en réalité explosive. Le mail dans la poche, toujours, instantanément. Ça a changé la vie de beaucoup de gens. Parce que quand un produit te donne un avantage réel, il devient une extension de toi. Ce n'était pas seulement du confort, c'était du contrôle. Répondre plus vite, savoir plus tôt, boucler plus tôt. Et dans le monde pro, cette différence te donne l'impression d'avoir toujours un coup d'avance. BlackBerry est devenu un standard pour une raison qui explique mieux son ascension que n'importe quelle pub. La confiance. Si tu étais une entreprise, tu voulais de la sécurité, de la stabilité et un outil qui marche. BlackBerry ne vendait pas juste des téléphones. BlackBerry vendait un système complet. L'appareil, le logiciel, l'infrastructure, les services. C'était comme acheter une voiture avec son réseau d'autoroute inclus. Et dans un marché où la technologie faisait encore peur aux entreprises, ça valait de l'or. Parce que la plupart des boîtes ne voulaient pas expérimenter. Elles voulaient quelque chose de déjà éprouvé. BlackBerry est devenu l'option sûre, littéralement. Et le clavier faisait partie du sortilège. Il permettait d'écrire pour de vrai. Pas des petits messages, mais des mails longs, rapides, précis. Et ça te donnait une sensation de productivité. BlackBerry n'était pas un jouet, c'était un outil de travail. Et quand un produit devient synonyme de travail sérieux, il devient un symbole de statut. C'est de là que vient l'une des images les plus célèbres de cette époque. Des gens qui vérifiaient leurs mails de façon obsessionnelle, comme si le téléphone leur tirait la main. On a même appelé ça Crackberry, parce que c'était addictif. Et quelle marque réussit à faire en sorte que son produit devienne un réflexe, un comportement quotidien, une marque dominante? Alors pourquoi BlackBerry est tombé? Parce que le monde n'a pas changé d'un coup, il a changé de direction. Et BlackBerry, comme beaucoup d'entreprises qui dominent une catégorie, a confondu son leadership avec une garantie de futur. Et c'est l'erreur la plus chère en technologie. Croire que ce qui t'a rendu numéro 1 But Jobs eventually gave up on that idea. Au départ, le succès de BlackBerry reposait sur une vérité très claire. La priorité de l'utilisateur professionnel, c'était le mail. Et la priorité de l'entreprise, c'était la sécurité. Mais au moment où le smartphone devient un produit de masse, ces priorités se réorganisent. Et c'est essentiel. Elles ne disparaissent pas, elles se déplacent. Le grand point de bascule, c'est quand le téléphone a cessé d'être un outil de travail pour devenir un outil pour tout. Photos, musique, internet, cartes, réseaux sociaux, applications. D'un coup, la valeur n'était plus uniquement dans le mail, elle était dans l'écosystème. Et c'est quoi un écosystème? C'est ce qui se passe quand ton appareil devient une porte d'entrée vers des milliers de services, quand ton téléphone cesse d'être le produit et que le produit devient tout ce que tu peux faire avec. Et c'est là que BlackBerry a commencé à perdre, parce que BlackBerry était construite en tant qu'entreprise pour un monde de contrôle. Contrôle du matériel, contrôle du logiciel, contrôle du réseau, contrôle de l'expérience. Ça fonctionne parfaitement quand ton client principal est une entreprise qui veut du contrôle. Mais ça devient un problème quand ton client principal commence à être un consommateur qui veut de la liberté. La liberté d'installer, de tester, de jouer, de personnaliser, d'avoir de nouvelles applis chaque semaine. Et c'est exactement à ce moment-là que tombent deux coups qui, ensemble, sont dévastateurs, l'iPhone et Android. L'iPhone n'a pas seulement apporté un bel écran tactile, il a apporté une philosophie différente. Un téléphone qui donnait l'impression d'avoir le futur dans la main. Un objet que tout le monde comprenait sans mode d'emploi. Un produit qui mettait l'expérience utilisateur au-dessus du clavier. Et quand le monde a vu ça, le standard émotionnel a changé. Android, lui, a apporté une explosion de variété. Beaucoup de marques, beaucoup de prix, beaucoup de design et une vitesse d'évolution brutale. Et surtout un modèle qui permettait au marché de grandir très vite. BlackBerry a regardé ça et, pendant trop longtemps, l'a interprété avec les lunettes du passé. Ils ont pensé que l'essentiel restait le mail et la sécurité. Ils ont pensé que le tactile était moins productif.
Ils ont pensé que les gens allaient se lasser. Ils ont pensé que leur force était universelle. Et quand tu penses ça, tu réagis trop tard. Mais en technologie, arriver en retard, c'est mortel. Parce que les gens n'attendent pas. Ils s'habituent au nouveau. Et une fois qu'une génération s'habitue à un standard, il est très difficile de la faire revenir en arrière. Puis arrive un autre coup tout aussi important, les développeurs. Dès que les applis deviennent le centre du smartphone, les plateformes se battent pour attirer ceux qui construisent ces applis. Et les développeurs vont là où il y a des utilisateurs. Et les utilisateurs vont là où il y a des applis. C'est un cercle. Si tu perds le cercle, tu perds le marché. BlackBerry n'a pas réussi à construire un écosystème d'applications aussi attractif que celui d'Apple ou d'Android. Et sans cet écosystème, même si ton matériel est bon, tu perds ta place dans la culture. Tu deviens l'option que personne ne désire, même si ça fonctionne encore. Et il y a un piège psychologique énorme pour une entreprise comme BlackBerry. Sa base la plus fidèle était corporate. Et le corporate bouge lentement. Ça peut sembler positif parce que ça donne de la stabilité. Mais ça crée aussi une illusion. Comme ces entreprises ne partent pas du jour au lendemain, tu crois que le danger n'est pas immédiat. Since when the market was transformed by iPhone, Et quand le grand public s'en va, le futur part avec lui. Parce que les salariés de demain sont les consommateurs d'aujourd'hui. Si tout le monde s'habitue à l'iPhone et à Android dans sa vie personnelle, tôt ou tard, cette préférence arrive au travail. Les entreprises finissent par s'adapter aux usages de leurs employés. C'est exactement ce qui s'est passé. Le monde corporate a commencé à accepter iPhone et Android, avec de meilleurs outils de gestion, de meilleures mesures de sécurité et plus de solutions. L'avantage exclusif de BlackBerry a cessé d'être exclusif. Et alors, qu'est-ce qu'il reste ? Un produit qui était le meilleur dans un monde qui n'existe plus pareil. BlackBerry a essayé de réagir. Nouveaux modèles, changement de système, tentatives. Mais le problème n'était pas un modèle, c'était la perception. Et quand une marque tech perd la perception d'être à la pointe, elle devient une marque du passé. Et le marché punit ça avec une cruauté impressionnante. Il y a aussi un élément dont on parle moins, mais qui est décisif, la vitesse. Apple et l'écosystème Android avançaient à une vitesse énorme. Nouvelles versions, nouvelles fonctions, améliorations constantes et une concurrence féroce qui accélérait l'innovation. BlackBerry, avec sa structure plus fermée et son focus corporate, avançait plus lentement. Et l'écart de vitesse s'est accumulé année après année, jusqu'à devenir impossible à combler. À un moment, BlackBerry a cessé d'être désirable. Et quand tu n'es plus désirable, tu perds le marché de masse. Sans marché de masse, tu perds l'échelle. Sans échelle, tu perds la capacité d'investir. Sans investissement, tu perds encore plus. C'est une chute en cascade. Au final, le nom BlackBerry est resté associé à autre chose. Pas au futur, mais à une époque précise. L'époque du clavier physique et du mail comme centre de la vie mobile. Et quand cette époque s'est terminée, BlackBerry s'est retrouvé sans raison d'exister sur le marché grand public. Et le plus ironique, c'est que BlackBerry n'était pas une entreprise incompétente. C'était une entreprise qui avait compris avant les autres la vie connectée. Mais son succès lui a construit une cage faite de clients corporate, de culture interne, d'une définition trop fixe du produit, et d'une confiance excessive dans l'idée que la sécurité et le mail seraient toujours le centre du monde. Et la question finale, c'est celle-ci. BlackBerry aurait-elle pu gagner si elle avait réagi plus tôt ? Aurait-elle pu faire la transition sans perdre son essence ? Ou est-ce que son essence était précisément ce qui la rendait incompatible avec le nouveau monde ? Ce qu'on sait, c'est ceci. BlackBerry a été le roi d'une planète qui était en train de naître. Son ascension, c'est l'histoire d'une entreprise qui a transformé le mail en pouvoir. Sa chute, c'est l'histoire de la révolution des applis et de l'expérience tactile qui a changé les règles pour toujours. Et si aujourd'hui tu trouves impensable qu'un iPhone ou un Samsung puisse tomber, rappelle-toi BlackBerry. Parce qu'il y a 15 ans, BlackBerry aussi semblait impossible à faire tomber.